L'Apocalypse n'est pas une prophétie, c'est un programme. L'Apocalypse de Jean se trouve à la fin du Nouveau Testament, après les 4 évangiles et des épîtres attribués à Paul, Pierre, Jacques, Jude, Jean. Dans l'Apocalypse, Jean présente une révélation qu'il dit avoir reçue du Christ. Mais c'est un Christ étrange, insolite et terrifiant. La tête et les cheveux blancs comme de la neige, des yeux en feu, des pieds semblables à de l'airain ardent et une épée qui sort de sa bouche. D'accord. Ouah, je savais pas, le Christ, il était comme ça, non? Apocalypse, Jean décrit son ascension jusqu'à la porte ouverte du ciel et le moment du jugement du monde. Puis, c'est l'ouverture de 7 sceaux successifs. Sous la direction d'un agneau immolé, 4 cavaliers parcourent la terre, possédant le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et ça, franchement, les gens, c'est un des mythes chrétiens les plus stylés, hein. Désolé, mais les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est mythique, hein. C'est incroyable. L'imagerie que ça, c'est trop bien. Leur chevauchée entraîne une succession de catastrophes écologiques et politiques et la désignation de 144 000 élus. Une lutte commence ensuite entre la communauté des élus et les puissances qui dépendent de la domination du diable. Attends, quoi? En gros, l'Apocalypse, le programme, c'est qu'il restera que 144 000 personnes et qu'ils devront se battre contre Satan. C'était ça, en gros. C'est que, en gros, l'Apocalypse, c'est pour purifier tout le monde et seulement les meilleurs chrétiens resteront. Tout d'abord, c'est un battle royale, en fait, le truc, mais oui. C'est un dragon rouge qu'on nomme Diable ou Satan. En gros, il y a des mobs sur la map qui spawnent, et toi, tu dois juste prier. Tu es en mode je prie, et peut-être tu feras partie des... Comme le dit également Gilles Deleuze, dans sa préface à la traduction de l'essai de Lawrence, Apocalypse, ce qu'il y a de nouveau dans l'Apocalypse, c'est que l'attente y devient l'objet d'une programmation maniaque sans précédent. L'Apocalypse est sans doute le premier grand livre-programme à grand spectacle. Oui. La petite et la grande mort, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, la première résurrection, le millénium, la seconde résurrection, le jugement dernier, voilà de quoi combler l'attente et l'occuper, une espèce de folie bergère avec cité céleste et lac infernal de soufre. Oui, mais c'est trop stylé. L'Apocalypse... Moi, je suis désolé, je veux bien concéder que ça rend les gens complètement fous et paros de penser que c'est un truc qui va arriver. Et comment tu peux être heureux, en fait, quand tu vas te dire qu'il y a les 4 chevaliers qui vont descendre et foutre la merde? Genre, tu le souhaites pas vraiment, mais en même temps, c'est trop stylé, quoi. C'est Dark Souls, hein. Et toujours une prophétie autoréalisatrice, c'est toujours un programme. C'est également le symptôme d'un burn-out, le signe d'une fatigue, d'un épuisement. Cette vie ne peut plus durer, elle est insupportable, elle doit finir. C'est comme ça, à moins que la Terre se retourne. De tous les films mettant en scène la fin du monde, Mélancolia de Lars von Trier est celui qui a engendré le plus de commentaires. Peut-être parce qu'il a provoqué le plus de stupéfaction. Oui, ouais, non, mais les gens... ça va parler de ce film aujourd'hui, mais vraiment, allez le voir. Genre, il est terrifiant, ce film. Hein. Ouais. Loin du programme à grand spectacle et de la folie bergère, c'est une représentation à la fois intime et romantique de la fin du monde. Une représentation si belle qu'elle rend désirable l'imminence de la fin. C'est aussi une image de la fin du monde qui s'identifie si fort à la fin du film lui-même qu'elle semble faire entière. On voit entre autres une femme blonde ouvrir les yeux alors que des oiseaux tombent du ciel. On la voit en robe de mariée avancer avec difficulté, son corps retenu par des lianes, flotter sur l'eau comme Ophélie ou lever les doigts vers le ciel pleine d'électricité. Des oiseaux tombent dans le tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige. Et oui, c'est le même tableau qu'il y avait dans le film de Tarkovsky. La Terre entre en collision avec une autre planète et explose. Le film qui suit est en 2 parties. La première, qui porte le nom de l'héroïne, Justine, raconte l'échec du mariage de celle-ci avec Michael. Sorry. C'est une fête organisée par sa sœur Claire. Even bother saying how late you are. So sorry, guys. Really sorry. Construisent une cabane magique pour les protéger symboliquement et Justine va chercher sa sœur Claire. Ah, mais la fin de ce film, les gens, waouh, la fin, elle est... Close your eyes.
sont réunis quand le monde explose. Et avec lui, Dans le film. Trier est né le 30 avril 1956 à Copenhague, au Danemark. Sur son lit de mort, Inger, sa mère, lui apprend que son père n'est pas son père. Il croyait être le fils d'Ulf Trier. Son père est en réalité un certain Fritz Michael Hartmann, que Lars contacte alors en vain. Quand Lars voulut le rencontrer après la mort de sa mère, écrit Jean-Claude Lamy dans sa biographie Lars von Trier le provocateur, Hartmann lui fit savoir qu'il n'avait jamais voulu sa naissance, qu'il ne souhaitait pas le rencontrer et que toute communication entre eux ne pourrait se faire que par l'intermédiaire de son avocat. Quel enfer. Putain, il n'y a pas que moi qui ai des rapports compliqués Lars avec mon père. se vengera symboliquement en donnant le nom de Hartmann à la famille de grands bourgeois nazis dans Europa, son 3e long métrage. Très tôt, sa seule obsession est de réaliser des films. Lors de ses études de cinéma, il décide d'ajouter une particule à son nom sur le modèle d'Eric von Stroheim et de Joseph von Sternberg. Il devient Lars von Trier. Parmi les réalisateurs qui l'ont particulièrement influencé, on peut citer Carl Dreyer. C'est pas exactement un brave type, mais je peux avoir de l'empathie pour lui. Moment qui déchaîna la presse et les réseaux sociaux et qui rappelle la façon dont Justine gâche sciemment son beau mariage dans LFI Corps. Personne n'a dit ça, LFI. Mélancolia. Ce n'était pourtant pas sa première provocation vis-à-vis du Festival de Cannes, comme le rappelle Jean-Claude Lamy. Le Festival de Cannes fut à maintes reprises le lieu privilégié de ces extravagances provocatrices. Cela commençait d'abord par le suspense savamment entretenu. Viendra, viendra pas. Quand il arrivait enfin, ce n'était jamais par avion, mais par le train ou dans un camping-car qu'il installait ostensiblement dans le parking d'un des luxueux hôtels du Cap d'Antibes. Mais ça me fait rire, ça, c'est drôle. Puis il faisait quelques rares apparitions publiques en arborant chaque fois des tenues insolites. Kilt, blouson de cuir et casquette ou le vieux smoking de Dreyer. Okay. Il exigeait aussi un rituel particulier en préambule de la projection. Une fois, les gardes républicains devaient jouer l'Internationale pendant qu'ils montaient les marches. Attendez, ça en fait du génie. Une autre, il fallait que la salle reste plongée dans le noir pendant plusieurs minutes avant que ne commence le film. Lars Oh, ça va. Ça va. Il a également été sujet à des problèmes de dépression et d'alcool. Le 8 août 2022, sa société de production Zentropa a annoncé qu'il était atteint par la maladie de Parkinson. L'histoire Ah, mais c'est pour ça qu'il tremble comme ça. de la peinture s'est étendue sur des millénaires, celle du cinéma sur un siècle, a déclaré Lars von Trier en interview. Cela veut dire que nous en sommes encore à dessiner des bisons sur le fond des cavernes et qu'il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir et à expérimenter. C'est vrai. Je tiens à ce que chacun de mes films comporte une part et pendant laquelle il pensait qu'il ne pourrait plus jamais tourner de film, commence en 2009 avec Antichrist. Antichrist raconte le récit d'une femme et d'un homme sans nom, dont l'enfant est mort accidentellement pendant qu'ils faisaient l'amour, et leur tentative de surmonter leur deuil en s'isolant dans un lieu abandonné nommé Éden. Ah, ils étaient en train de baiser, le bébé est mort. C'est aussi le récit d'une personne qui se pense maudite, une chercheuse qui a travaillé sur les bûchers de sorcières et qui, comme le lui reproche son mari, s'est mis à épouser le point de vue des inquisiteurs et à s'identifier à ce qu'on lui reproche. D'accord. Pourquoi le film s'appelle-t-il Antichrist, du nom du méchant de l'Apocalypse de Jean? C'est un des mystères du film, que de nombreuses visions n'aident pas à éclaircir. L'Antéchrist y est peut-être symboliquement la fausse image de soi produite par la dépression, l'identification avec ce que l'on vous reproche. L'autodestruction, la violence qu'on s'inflige à soi-même. L'héroïne, eh bien Du coup, j'ai l'impression que c'est un film très automutilatoire, quoi. C'est les personnages qui se font du mal. entendu un autoportrait de Lars von Trier lui-même, faux méchant professionnel, provocateur atteint si violemment par les critiques qui lui sont faites qu'il finit par y croire et par en pâtir physiquement. Lars von Trier fait partie de ces artistes qui s'identifient toujours à ce qu'on leur reproche. Il avait le syndrome de l'imposteur before it was cool. More than that, it's true that I had the impression that he was living through all those scenes with me. Also his madness, and I never saw his violence, but I'm sure he has one. Il n'y a pas de diable, dit Tom Waits dans Heart Attack and Wine. Le diable, c'est juste Dieu quand il s'ennuie. L'Antéchrist est peut-être simplement n'importe quel homme quand il passe par une crise de haine de soi. À l'exception de ses 3 premiers films et de son tout dernier, ses personnages principaux sont toujours des femmes. Seuls les personnages féminins lui semblent intéressants. Les hommes sont simplement stupides, dit-il dans le commentaire DVD d'Antichrist. C'est vrai. Ils sont totalement idiots, dit-il dans celui de Mélancolia. Et pourtant,
Et pourtant, les critiques qui ont suivi Antéchrist ont été extraordinairement mauvaises. Et le chef d'accusation principal n'a été que le développement d'un gag de l'auteur, la présence d'une consultante, une chercheuse en misogynie au générique de fin. Une certaine Heidi Laura, qui a constitué pour le film un dossier des pires accusations en sorcellerie concernant les femmes. Un gag qui a entraîné une prose journalistique tournant autour de l'accusation de haine des femmes, pas moins absurde que celle de son hitlérisme à l'époque de Mélancolia. Lars von Trier l'a-t-il bien cherché? Est-il, à l'instar d'Andy Kaufman, allé trop loin dans une forme de provocation? Doit-on nécessairement adapter sa parole à ce qu'une société est en mesure de comprendre? Ou faut-il jouer avec le malentendu pour essayer de faire saisir à nos interlocuteurs les angles morts de leurs propres croyances? Il n'a jamais eu la moindre sympathie pour les idéologies d'extrême droite. Bien que la politique ne le passionne pas outre mesure, il est social-démocrate de gauche avec des tendances libertaires, anti-impérialistes, antiracistes. Naturligvis er jeg ikke nazist. Nej. Og jeg, ligesom det der med Du er en gammel kommunist. Jeg er gammel, jeg har haft tilknytning til det er rigtigt, til kommunisterne, og jeg føler mig stadigvæk som socialist. Et cela semble évident à tout spectateur sérieux de ces films. Dans le monologue de conclusion de Bah oui. l'avant-dernier épisode de la C'est un edgelord, mais il a des sensibilités de gauche. troisième saison de L'Hôpital et ses fantômes, sa dernière œuvre à ce jour. Lars von Trier parle d'ailleurs du basculement à l'extrême droite comme de l'infâme tendance politique actuelle de l'Europe. Jeg vil selv følge de skamlige europæiske politiske tendenser og dreje højre om. I det jeg fraråder et muligt stadig vågent publikum på det strengeste at gøre det samme, og så i øvrigt bare tage det gode Ok. med det onde. Et pourtant, je me souviens encore de tous ces amis Facebook qui, à la suite de son « Je comprends Hitler à Cannes », multipliaient les statuts du type « Maintenant, j'espère que tout le monde a compris que ce type est un nazi. Y a-t-il encore des cons pour défendre Lars von Trier ?» Etc. Etc. L'apocalypse, c'est le moment où toute la culture humaine peut être réduite à un unique et permanent point Godwin. Toutes les héroïnes de Lars von Trier, depuis Bess dans Breaking the Waves, sont des autoportraits de Lars von Trier. La femme sans nom d'Antichrist ou Justine dans Mélancolia ne font pas exception. Well, the film is him, but yeah, the suffering of the character and also the nature. It's his vision. I find he's very. Il est obsédé par l'exclusion et la marginalisation. En fin de compte, l'authentique question éthique et même politique. Nous avons inventé un mode de vie universel abstrait dans lequel nous sommes progressivement incapables d'intégrer qui que ce soit. Nous avons inventé un programme de bonheur pour la totalité de l'humanité et nul être humain ne s'y retrouve jamais totalement. Nous nous prétendons libres et nous accusons le premier venu de mettre en péril cette liberté. Il faut donner raison au narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski lorsqu'il dit que l'idéal de notre civilisation, nous l'avons puisé dans des statistiques et que nous avons beau nous croire meilleurs que nos prédécesseurs, nous n'en avons commis que plus de crimes encore au nom de cet idéal. Oui. Et ce n'est pas cet idéal qui est mauvais, c'est notre méconnaissance de nous-mêmes, notre méconnaissance de nos propres limites et notre persévérance dans la méconnaissance. Ce qu'on apprend des films de Lars von Trier, comme de ceux de Fassbinder d'ailleurs, c'est qu'on ne se connaît jamais assez. C'est-à-dire qu'on ne s'observe jamais assez. On ne réfléchit jamais assez à la façon dont nos conditionnements, nos déterminations agissent. Le seul film rigoureusement apocalyptique de l'histoire du cinéma s'attarde sur la dernière image, le noir total de 10 secondes. Jamais aucun film, à ma connaissance, ne s'est ainsi conformé à ce qui représenterait la loi la plus stricte du genre apocalyptique, si genre il y a, à savoir que la fin du monde, c'est la fin du film, ou vice-versa, la fin du film, c'est la fin du monde. Quant à Slavoj Žižek, dont c'est l'un des 5 films préférés, il a parlé de l'optimisme du film et de l'expérience spirituelle qu'il représente. Si vous voulez faire quelque chose de bien pour cette société, si vous voulez éviter toute forme de menace totalitaire, vous devriez tous aller vers ceci. Laissez-moi l'appeler, malgré le fait que je sois un matérialiste total, cette expérience spirituelle fondamentale. D'accord, bah, il vend le film, quoi. Acceptez qu'un jour, toute cette vie prendra fin. À n'importe quel moment, la fin est proche. Oui, c'est ça, en fait, le film, il est très fort parce que, bah voilà, il te rappelle ta finalité. Genre, moi, je l'ai vu 2 fois, ce film. Je peux vous jurer que j'ai vu le film hier, là, je l'ai revu. Pendant toute la soirée, j'y pensais. J'étais en mode, putain, mais si ça tombe, là, ça tombe, le monde est fini.
Et j'étais stressé. Je pense que, au contraire de ce qu'on peut croire, cela peut être une expérience profonde qui renforcera l'activité éthique. Reproché dans un article du journal catholique La Croix le 23 novembre 2018. Un article qui s'inquiète d'un retour du gnosticisme. Je cite le journal La Croix. Ce mouvement de pensée semble aussi trouver un écho dans la culture contemporaine, des romans de l'écrivain américain Philip K. Dick, au film Mélancolia de Lars von Trier à travers le personnage de Justine, ou à la série dystopique The Leftovers. Ah, c'est un peu facile de résumer le gnosticisme à ça. C'est bien. Mais comme pour les bons hommes, ceux que les chrétiens ont appelés cathares, la détestation de la vie sur Terre peut aussi être, à contrario, le point de départ d'une intense activité éthique. Bah oui. Pour cela, il faut considérer sérieusement la fin de ce monde. Il faut la vivre, pas seulement théoriquement. Il faut même en faire une pratique, un yoga, Apocalypse Yoga. On dirait un nom de cocktail ou de sandwich, le nom d'une nouvelle danse à la mode. Oui. Apocalypse Yoga, c'est pourtant la chose la plus sérieuse qui soit. D'accord. Vivre la fin du monde, c'est la seule manière d'en commencer un nouveau. Tous les grands films sont des fins du monde, toutes les fins du monde sont joyeuses. Ok. L'annonce de la vie nouvelle, c'est ça, le film de la fin. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée se dissoudra. Désolé, mais non. Oui, moi, le truc du yoga machin, là, je suis convaincu, mais là, le montage final... En fait, le truc des deepfakes, ça a des limites, parce que oui, bon, Uncanny Valley, un peu.